Smaro told you. Henry Pollock. Vous non plus, vous n'avez pas pu passer à côté des Lions qui font leur grand retour après leur dernière tournée en Afrique du Sud, il y a 4 ans. Je vous propose d'en parler dans cette vidéo. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bonjour et bienvenue sur Sporter. Je vous retrouve pour le deuxième épisode de mon format nommé Chistera. Comme je vous le disais précédemment, les Lions vont entamer leur tournée le 20 juin à Dublin face à l'Argentine avant de se rendre en Australie pour disputer la suite de leur match. Cette équipe unique, en tout cas pionnière en son genre, a une histoire et des particularités que l'on connaît souvent très mal. Je vous embarque aujourd'hui dans l'histoire des Lions. A good turn of speed, flicks it back inside to JPR, 5 yards short to JJ Williams again. He's going to score under the post. JJ Williams. And they're going wide now with Williams and Faletau. Faletau. Oh, David Faletau. Les Lions britanniques et irlandais sont une équipe composée de joueurs venant de 4 pays différents, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande. Tous les 4 ans, un coach est désigné en amont afin d'appeler une quarantaine de joueurs de ces 4 nations pour aller disputer une tournée dans l'hémisphère sud. Au 19e siècle, ces tournées avaient lieu dans un but d'exhibitionnisme, c'est-à-dire que le Royaume-Uni étendait son influence par le sport, donc avec le cricket et le rugby dans les pays du Commonwealth. Cet exhibitionnisme s'est peu à peu transformé en un apprentissage des méthodes du rugby pratiquées dans l'hémisphère sud, puisque les pays de l'hémisphère sud avaient tendance à prendre de l'avance sur la pratique du rugby. Les 3 destinations principales des tournées des Lions sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Durant ces tournées, les Lions ont la particularité d'affronter non seulement les équipes nationales, mais aussi les clubs régionaux. Ceci augmente considérablement le nombre de matchs de la tournée. Habituellement, un pays lambda ferait 3 matchs en une tournée. Aujourd'hui, les Lions font une dizaine de matchs. Ceci permet de créer un réel esprit de groupe, malgré le petit nombre de rassemblements de cette équipe. Bienvenue dans ce point mode. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de travail car nous devons aborder 3 aspects de cette équipe légendaire, à savoir son nom, son hymne et son maillot. Pour ce qui est du nom, l'équipe est d'abord nommée lors de la première tournée en 1888 la Shaw and Shrewsbury Team, en référence à ces 2 créateurs qui sont tous les 2 joueurs de cricket. Puis elle sera nommée progressivement la British Isles, qu'on peut traduire par les îles britanniques. En 1950, le nom officiel passe à British Lions, les Lions britanniques. Ce nom ne sort pas de nulle part, puisque c'est un surnom que donnaient les médias aux Lions à partir de 1924, tournée lors de laquelle les joueurs avaient un lion brodé sur leur cravate. À la création de l'équipe, l'Irlande et le Royaume-Uni étaient encore unifiés, mais l'Irlande prend son indépendance en 1922. Cependant, le nom des Lions britanniques ne va changer en 2001, où ils furent renommés les British and Irish Lions, les Lions britanniques et irlandais. Pour ce qui est de l'hymne, c'est assez simple car les 4 nations n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. En 1989, les Anglais ont tenté d'imposer le God Save the Queen, mais sans succès. Oh les gars, j'ai une idée de fou pour l'hymne. Ah ouais, c'est quoi? On va chanter God Save the Queen. Ouais, c'est ton hymne quoi. Ouais, c'est incroyable, non? Bah non, pas trop. Message d'avertissement. Comme vous avez pu vous en rendre compte au cours de cette vidéo, certains maillots ont été falsifiés. Mais vous ne vous en rendrez pas compte grâce à la qualité du montage. Un chant nommé Power of Four a été proposé en 2005. Pour ce qui est du maillot, en 1988, Shaw et Shrewsbury éditent un nouveau maillot avec des bandes horizontales, bleues, blanches et rouges. Les 2 éditions suivantes sont quasiment identiques. En 1999, on va remettre ces bandes. Il faut savoir que lors d'un match célébrant les 100 ans de cette rencontre entre l'Australie et la Grande-Bretagne, les Anglais ont décidé de porter un maillot hommage reprenant le même style. Pour la tournée de 1908, ni l'Irlande ni l'Écosse n'est présente. Bon les gars, on a bien réfléchi, finalement on préfère pas venir. Ouais, désolé, on a vraiment pas le temps avec le bateau et tout, c'est relou. Les Anglais et les Gallois décident de retirer les couleurs irlandaises et écossaises du maillot. Au final, en 1910, on a un retour de ces 2 nations. En fait, c'est bon, on revient. Avec le retour de l'Écosse, on en profite pour passer avec un maillot bleu, un short blanc et des chaussettes rouges.
Pour la première fois, le maillot est orné d'un lion. Mais en 1924, on va préférer l'enlever pour mettre le logo à 4 quarts. Heureusement, comme je le disais tout à l'heure, le lion est toujours présent sur la cravate des joueurs. Lors de la tournée de 1930, on préfère enlever ce logo à 4 quarts et mettre 3 lions à la place. Au-delà de ces changements incessants au niveau du logo, les maillots vont commencer à poser problème au niveau de leur couleur. Avec leur couleur bleu marine, les maillots se confondent avec la couleur des All Blacks. Ok, et nous on est censé faire comment? Parce qu'en fait, nous on a que ça. Ainsi, pour la première fois et sur la demande des instances internationales, les All Blacks vont devoir jouer en blanc. Mais quoi, arrêtez vos conneries là, je suis pas là à réparer les pots cassés, aimez-vous bordel, c'est pas compliqué quoi là. En 1936, on se met enfin d'accord sur le logo avec l'écusson à 4 quarts orné d'un lion. Ça ne bougera plus jusqu'à aujourd'hui, bien que cette année, on l'ait un petit peu changé au niveau de la couleur. Mais c'est juste une histoire de nuances et pas réellement de contenu. En 1938, le deuxième Irlandais George Beamish s'insurge de ne pas voir de vert sur le maillot. Il devra se contenter d'une petite bande au-dessus de la chaussette. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. En 1950, pour la première tournée d'après-guerre, les Lions décident de changer de couleur pour ne pas se retrouver à nouveau en conflit avec les All Blacks. Bon les gars, venez on change de couleur cette fois. Ouais, j'avoue, en plus on ressemble à des Français comme ça, on a l'air stupide. Ah moi les gars, je vois pas du tout le problème avec les anciens maillots. Je vois pas ce que vous lui trouvez de mal. Ils adoptent donc le rouge, qu'ils ne lâcheront plus. Pas mal la nouvelle tenue. Et voici celui de cette année. Il n'a pas vraiment changé depuis l'époque, si ce n'est les différents équipementiers et les différents sponsors qui se sont succédés. À noter que cette année, le maillot d'entraînement arbore les 4 couleurs à part à peu près égales. Même si le rendu reste à discuter, je vous laisse en débattre en commentaire. Désormais, il s'agit de revenir aux origines des Lions et à leur première tournée. La toute première tournée de ceux qu'on appelle les touristes. Oui, je sais, le nom est pas super glamour, part d'une initiative privée. Elle est initiée par Shaw et Shrewsbury, qui sont 2 anciens joueurs de cricket. Hein? Qu'est-ce que tu fous là? Et oui, comme je le disais précédemment, le Royaume-Uni utilise énormément le sport pour étendre sa culture dans le Commonwealth. Et l'un des premiers sports à faire des tournées internationales est le cricket. Ainsi, les joueurs de cricket déjà initiés ont mis le pied à l'étrier aux rugbymen. Cette première tournée a lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande en 1988 et elle a pour but une collaboration entre Britanniques et Australiens dans le sens où il fallait amener le rugby à 15 en Australie pour développer ce sport. Et normalement, il y aurait dû avoir une tournée inverse qui permettrait d'amener le football australien en Europe. Sauf que celle-ci n'aura jamais lieu. C'est paniqué! J'aimerais attirer votre attention sur les conditions très drastiques de cette tournée. Déjà, la tournée a duré 3 mois. Il y avait de nombreuses semaines de bateau pour s'y rendre et pour revenir. Adieu chérie, oublie-moi. Arrête de chialer là, fous la honte. Une fois sur place, les 21 joueurs sélectionnés, dont la grande majorité étaient anglais mais il y avait aussi des écossais et des gallois, vont disputer 35 matchs et en remporter 27. Bon les gars, c'est bon, maintenant on peut rentrer chez nous ou... Et non, les Britanniques ont dû enchaîner avec 19 matchs de football australien. Ah mince. Non mais les gars, faut peut-être pas abuser, c'est un peu relou parce que nous on a notre capitaine qui est mort et tout, c'est un peu une galère. Là. Parce que oui, lors de cette première tournée, Robert Seddon, qui pratique l'aviron, va se noyer dans la rivière de l'Hunter. Malgré cet événement tragique, le bilan de la tournée est plutôt favorable. Le seul petit bémol est qu'elle n'a pas été homologuée par les fédérations et donc on n'a pas pu avoir de réel test match entre l'équipe nationale australienne et les Lions. En 1891, la Western Province Union, qui est la fédération de rugby de la future Afrique du Sud, invite les Lions pour une nouvelle tournée. Ils affrontent différentes équipes, ce qui monte le total de leur match à 20, notamment l'équipe de Griqualand West, qui recevra la Currie Cup, qui vient récompenser la meilleure équipe à avoir affronté les Lions cette année. Ils ne jouent pas face à l'Afrique du Sud parce que la nation n'est pas encore constituée à l'époque, mais ils jouent contre une équipe de la région sud-africaine, face à laquelle ils remportent les 3 test matchs. En 1896, les Lions sont de retour en Afrique du Sud. Ils font 21 matchs, avec une équipe composée de 6 Irlandais sur 21 joueurs. Ils rencontrent 4 fois l'équipe d'Afrique du Sud, les battent 3 fois et perdent un match, ce qui nous donne un score de 3-1 sur les test matchs. L'année 1899 est marquante car c'est la première fois que les 4 nations seront représentées au sein du groupe des Lions. Ils disputent 21 matchs contre les clubs régionaux et remportent 3 de leurs 4 matchs test face aux Australiens. À leur retour, ils firent escale par Hawaï et le Canada où ils jouèrent quelques matchs supplémentaires. La première tournée du XXe siècle fut assez décevante. En cette année 1903, les Lions britanniques ont connu des hauts et des bas. Écoutez, des hauts et des bas comme tout le monde, hein. Pas mal de bas. Que des bas même. Sur les confrontations avec les Springboks, les touristes font 2 matchs nuls et perdent leur dernier match
8-0. Pour se rattraper, les Lions font une tournée dans la foulée en 1904, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ils gagnent leurs 3 test matchs face à l'Australie et font un partout sur leur test match avec la Nouvelle-Zélande. 4 ans plus tard, une équipe exclusivement anglo-galloise car les fédérations irlandaises et écossaises n'ont pas souhaité participer. Non mais du coup on a vraiment pas le temps. Ouais désolé c'est relou là. Prennent la même direction, ils font un match nul contre la Nouvelle-Zélande, puis perdent leurs 2 derniers test matchs. En 1910, on peut considérer que c'est la première tournée officielle des Lions, puisqu'elle est organisée par un comité comprenant les 4 nations afin qu'il n'ait pas le genre de désaccord qu'il y a eu quelques années auparavant. Elle a lieu en Afrique du Sud et elle ne sera pas la meilleure pour les Lions puisqu'ils perdent 2-1 sur l'ensemble des test matchs. Pendant la Première Guerre mondiale, les tournées vont être interrompues. En 1924, les tournées reprennent, mais ça se passe très mal pour les Lions qui s'inclinent 3 fois face à l'Afrique du Sud et concluent leur tournée sur un match nul. Venez, on arrête d'aller en Afrique du Sud, on en prend plein la gueule à chaque fois. Ouais mais en Nouvelle-Zélande et en Australie c'est pas mieux. Ok les gars, j'ai une idée. On va aller en Argentine. La bête d'idée. En 1927, les Lions décident de se déplacer en Argentine pour la première fois et gagnent leurs 9 confrontations. En 1930, les Britanniques décident de se déplacer en Nouvelle-Zélande. Ils sont très bons contre les clubs, mais perdent leurs 3 test matchs face à l'équipe nationale. En revanche, ils gagneront un match contre l'Australie. Bon les gars, venez on retourne en Argentine parce que là c'est chaud. En 1936, les Lions décident de refaire une tournée en Argentine. Ils n'encaisseront que 9 points sur leurs 10 test matchs qu'ils remportent tous. La Seconde Guerre mondiale vient à nouveau interrompre les tournées. À leur retour en 1950, les Lions proposent un nouveau style de jeu et entament l'une des plus belles périodes de leur histoire. Ils remportent 22 de leurs 29 matchs prévus en Nouvelle-Zélande. Ils battent 2 fois l'Australie en test match et tiennent en échec les Blacks sur leur premier test match avant de s'incliner 3 fois. En 1955, lors d'une tournée sud-africaine, les Lions vont remporter 19 de leurs 25 matchs. Ils feront 2-2 sur l'ensemble des test matchs face à l'Afrique du Sud. À noter que cette équipe va être la première à jouer un match à domicile à Cardiff face au Pays de Galles pour le 75e anniversaire de la Fédération galloise. Je suis dans quelle équipe? Les jaunes, hein, on vous l'a déjà dit. Ah. Et je suis dans quelle équipe? Ça devait être compliqué de suivre, rien qu'au niveau des maillots. Ah mais les gars, vraiment on piche que dalle, qui c'est qui joue avec qui? Putain j'avoue, c'est relou. Moi je comprends que dalle, je vais me barrer. Hein. Bonjour, le Stade de Reims, enchanté. Putain les gars, qui c'est qui a ramené un footballeur là? Non mais en fait on a vu du rouge et on s'est dit que c'était bénef quoi, on pouvait venir, tous les clubs en rouge, toutes les équipes en rouge quoi. Non mais les gars on avait dit que les pays en rouge. Hein. Et du coup je peux venir ou pas là? Parce que moi j'étais venu aussi pour à la base l'événement en rouge là. Qui piche que dalle. En 1959, lors d'une nouvelle tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande, les Lions vont perdre seulement 6 matchs sur 25 confrontations. Ils battront 2-0 les Australiens sur les matchs test avant de s'incliner 3 fois contre la Nouvelle-Zélande. En 1962, les Britanniques chutent en Afrique du Sud en s'inclinant lors de 3 de leurs 4 test matchs. En 1966, l'équipe de John Robins gagne 2-0 sur l'ensemble de ses test matchs contre l'Australie, mais perdent leurs 3 confrontations face à la Nouvelle-Zélande. On a fait une tournée de merde, on vient de s'en prendre plein la gueule. J'ai une idée pour nous remonter le moral. Les Argentins! Non, faut qu'on arrête avec ça. J'avais plutôt pensé aux Canadiens. Vamos! Sur le chemin du retour, ils s'imposeront face à l'équipe du Canada à Toronto, ce qui leur remontera peut-être un peu le moral. En 1968, les Lions perdent leurs 3 test matchs face à l'Afrique du Sud et font un match nul, bien qu'ils aient gagné 15 de leurs 16 matchs face au club sud-africain. Les années 70 sont une réelle renaissance pour les Lions. En 1971, grâce au génie du duo gallois Gareth Edwards et Barry John, ils parviennent à battre la Nouvelle-Zélande 2-1 sur l'ensemble des test matchs et à réaliser la performance de faire 11 victoires consécutives. En 1974, la tournée est censée avoir lieu en Afrique du Sud et plusieurs joueurs décident de ne pas rejoindre les Lions en raison de l'apartheid. L'équipe de Willie John McBride parvient à réaliser 22 matchs consécutifs sans défaite. Ils battent l'équipe nationale sud-africaine 3 fois et font un match nul. Déjà à l'époque, le rugby sud-africain était connu pour être très rugueux. De nombreuses bagarres éclataient et beaucoup de coups bas se produisaient pendant le match. Les Britanniques et les Irlandais ont dû trouver des solutions pour se défendre face à cette brutalité qui touchait à l'intégrité de leurs joueurs. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de remplacement. Il fallait donc trouver un moyen de résister à cette violence. Je deviens fou moi ici. Ta violence! Sachant qu'à l'époque, les arbitres
étaient des locaux, donc favorisaient un petit peu les équipes locales. Il fallait trouver un moyen de répondre sans qu'aucun joueur ne se fasse expulser. D'ailleurs, à ce sujet-là, un seul joueur fut expulsé lors de l'histoire des Lions. Il s'agit de John O'Shea en 1968. Les anglo-saxons, pour éviter de se faire suspendre, inventent le Call 99, ce qu'on peut appeler en français l'appel 99, avec le principe de one in, all in. Un dedans, tous dedans. C'est un principe selon lequel, lors de chaque accrochage avec un Sud-Africain, chaque Britannique a l'obligation de prendre le premier Sud-Africain qu'il voit sur la pelouse et d'entamer un conflit avec lui. Ainsi, l'arbitre, dans une cohue pas possible, ne pourra pas exclure tous les joueurs. Et le pire dans tout ça, c'est que ça a très bien marché, car aucun Britannique ou Irlandais ne s'est vu expulsé. Les Lions ont remporté 3 matchs et fait un match nul. En 1977, les Lions jouent à nouveau à domicile face aux Barbarians. C'est une équipe composée de différents joueurs jouant en Europe. À l'époque, elle est composée notamment de Reeve et Skrela qu'on a vu dans ma vidéo sur le Stade Toulousain. Les Britanniques l'emportent 23-14. Puis ils perdent la série de test match 3-1 face à la Nouvelle-Zélande. Ils passent par les îles Fidji pour le retour. C'est la 3e fois que je viens dans cette vidéo. Tournée encore pas ouf. J'ai peut-être une idée pour remonter la pente. Les Argentins. Non, faut vraiment que t'arrêtes avec ça. Les Canadiens. Non, lui, faut vraiment qu'il arrête par contre parce qu'après je vais arrêter. Ah, bon, avant qu'il me coupe, j'avais une idée. Les Fidjiens. Yes! La bête d'idée. Sauf que les Fidjiens s'imposent 25-11. En 1980, les Lions remportent leurs 14 matchs face aux provinces sud-africaines, mais perdent leur série de tests face à l'Afrique du Sud 3-1. En 1983, ils sont blanchis par les Néo-Zélandais. En 1986, une tournée est censée avoir lieu en Afrique du Sud, sauf qu'à cause des problèmes que génère l'apartheid, la tournée n'a finalement pas lieu. Or, on est quasiment aux 100 ans des Lions, donc il faut quand même faire un événement pour l'occasion. Un match d'anthologie est prévu à Cardiff, confrontant les Lions à ce qu'ils appelleront The Rest, donc le reste du monde, composé de Français, d'Australiens, de Néo-Zélandais et de Sud-Africains. Ils s'inclinent 15-7. C'est nul! En 1989, les Lions se rendent en Australie pour disputer une série de 12 matchs. On peut remarquer que le nombre de matchs a été drastiquement réduit en raison de l'arrivée progressive du professionnalisme et de compétitions comme la Coupe du Monde qui oblige les Lions à réduire le nombre de matchs et à fixer leur date de tournée tous les 4 ans. Ils s'inclinent 2-1 sur les test matchs face à l'équipe australienne. La même année, ils sont invités en France pour jouer contre le 15 de France au Parc des Princes à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. Ils s'imposent 29-27. En 1990, un match est organisé entre les Lions et le reste de l'Europe pour une œuvre caritative. Les Européens décident de porter le maillot de la Roumanie. La tournée de 1993 est la dernière disputée par des joueurs amateurs. Ils perdent 2-1 lors des test matchs face aux Néo-Zélandais. Les Lions vont remporter la dernière tournée du XXe siècle en 1997 face aux Sud-Africains en s'imposant 2-1 lors des test matchs. En 2001, les Lions vont s'incliner 2-1 lors d'une tournée en Australie. C'est la première fois que sera remis le trophée Tom Richards. En 2005, les Lions commencent pour la première fois leur tournée à domicile avec un match face à l'Argentine ayant lieu à Cardiff. Suite à cela, en Nouvelle-Zélande, ils subissent une énorme débâcle. En 2009, pour affronter le champion du monde sud-africain, les Lions font appel à une armada d'entraîneurs, Gatland, Edwards et Harley, supervisés par McGee Khan. Ils désignent le deuxième ligne irlandais Paul O'Connell comme capitaine. Au final, ils s'inclineront 2-1 face à l'Afrique du Sud. En 2013, Warren Gatland est nommé coach. Il bat les Barbarians à Hong Kong, puis s'impose 23-21 contre l'Australie lors du premier test match. Il s'incline ensuite 16-15 lors du deuxième match, puis triomphe des Australiens 41-16, qui est l'un des scores les plus élevés dans l'histoire des Lions, et remporte la première tournée des Britanniques depuis 1997. En 2017, Gatland est logiquement reconduit dans ses fonctions et va diriger une tournée d'anthologie en Nouvelle-Zélande. Il prend d'abord un revers lors du premier match 30-15 avant de s'imposer 24-21 contre des Blacks réduits à 14. Ainsi, les Britanniques et Irlandais viennent mettre fin à une série de 47 victoires consécutives à domicile pour les Blacks. Le dernier match se finit sur une confusion avec un corps arbitral français composé de Romain Poit, arbitre central, qui décide finalement sur le conseil de son arbitre assistant Garcès d'accorder seulement un coup franc à la Nouvelle-Zélande et pas une pénalité All Blacks qui forcera les deux équipes à se quitter sur un match nul
15-15. En 2021, Gatland va disputer une dernière tournée qu'il perdra 2-1 face à l'Afrique du Sud. À noter que le Japon est venu jouer en amont de cette tournée à Murrayfield. Suite à ces 34 tournées et ces différents matchs amicaux joués à droite à gauche, le nombre de matchs internationaux, c'est-à-dire contre des équipes nationales des Lions, s'élève à 144, pour un total de 70 victoires, 63 défaites et 11 matchs nuls. Ceci fait 48,61% de victoires, ce qui est énorme pour des matchs quasiment tous disputés à l'extérieur. L'espace entre les tournées et la compétition qu'il y a entre les joueurs explique les stats que je vais annoncer juste après, c'est-à-dire les joueurs les plus capés, ceux qui ont marqué le plus d'essais et ceux qui ont marqué le plus de points. En effet, les stats ne sont pas très élevés car un joueur britannique, s'il est dans les meilleurs, peut espérer jouer 2 à 3 tournées grand maximum. Le joueur le plus capé reste Willie John McBride, qui a disputé 17 matchs entre 1962 et 1974. Le meilleur buteur est Garyn Hastings, un Écossais qui a joué pour les Lions entre 1986 et 1993. Johnny Wilkinson est juste derrière avec 67 points pour des tournées disputées en 2001 et en 2005. Le meilleur marqueur d'essais est irlandais, c'est Tommy O'Reilly avec 6 essais pour des tournées disputées entre 1955 et 1959. En 2024, la section féminine des Lions est créée. Elles joueront leur première tournée en 2027. On peut se demander pourquoi cela arrive si tard, mais c'est simplement parce qu'au rugby, les femmes ont encore plus de mal à s'émanciper que dans les autres sports. Et c'est aussi parce qu'il y a une large domination anglaise. Les Anglaises sont les seules à posséder un championnat professionnel. Ainsi, cela rend un peu obsolète le principe des Lions qui est de rassembler les meilleurs joueurs et donc là, les meilleures joueuses du Royaume-Uni et d'Irlande, sachant qu'on risque de se retrouver avec une énorme majorité de joueuses anglaises pour quelques écossaises, quelques galloises et quelques irlandaises. Cette année, la tournée s'annonce encore une fois spectaculaire. Elle débutera le 20 juin à Dublin face à l'Argentine. La question d'un match entre la France et les Lions s'est posée. Au final, ça ne se fera pas parce que le championnat français finit beaucoup plus tard que le championnat anglais. Donc au niveau du planning, c'était assez compliqué. De plus, l'équipe de France doit préserver des joueurs pendant la période d'été, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu une équipe optimale côté français. Puis le principe des Lions est originellement de s'exporter dans l'hémisphère sud, donc jouer contre des pays voisins comme la France, que les joueurs ont l'habitude d'affronter dans le tournoi à destination, n'est pas la chose la plus utile. Ils se rendront donc en Australie pour disputer une série de matchs face à différents clubs et face à l'équipe d'Australie. Parmi eux, la Force, les Reds, les Waratahs et les Brumbies, et aussi d'autres équipes qu'on ne connaît pas du tout et qui ont été reformées ou même formées exprès pour l'occasion. On a par exemple l'Invitational Australia and New Zealand. C'est la première fois qu'une équipe se réunit entre les deux nations depuis 1989. Elle sera composée de joueurs australiens et néo-zélandais qui ne sont pas forcément sélectionnés ou alors de joueurs jouant dans les environs ou dans les championnats. Il y aura aussi une autre équipe nommée First Nations en Pacifica 15 qui sera composée de joueurs de nations émergentes dans le rugby et donc principalement de joueurs du Pacifique. C'est bien que ce soit deux équipes que les Lions rencontreront lors des matchs de milieu de semaine, donc ce seront des matchs un peu moins importants où il n'y aura pas forcément la meilleure équipe qui sera alignée. Ça reste très intéressant de découvrir ce genre d'équipe, bien que le format soit un peu plus amical. Et je trouve personnellement que cela fait vraiment partie de la magie des Lions. Ils disputeront ensuite leurs 3 matchs face à l'Australie. Andy Farrell a fait appel à 38 joueurs, mais se laisse encore 2 jokers, donc 15 Irlandais, 13 Anglais, 8 Écossais et 2 Gallois. Il a nommé Maro Itoje en tant que capitaine. Son équipe combine l'expérience de Furlong ou Russell et aussi la jeunesse de Finn Smith ou Pollock. En parlant de Pollock, faut peut-être que je prenne mon pouls, moi. C'est bon. Il peut au passage s'appuyer sur des joueurs de talent comme Van der Fleer ou Marcus Smith. Seulement un joueur du top 14 en la personne de Kinghorn a été appelé pour jouer cette tournée. Un des grands oubliés est Jack Willis, qui paye certainement la politique de sa nation concernant les joueurs jouant à l'étranger. Je rappelle qu'un joueur anglais jouant dans un championnat étranger ne peut pas rejoindre la sélection anglaise. Il y a également des joueurs qui ont été naturalisés, comme Bundee Aki ou James Lowe, sachant que ces derniers a déjà compté une sélection face aux Lions. Je vous laisse en débattre en commentaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette équipe a tout pour gagner. La tournée d'après aura lieu en Nouvelle-Zélande en 2029. On peut s'attendre certainement à un pré-match à Twickenham, vu que l'équipe a joué ses dernières tournées dans tous les autres stades de Grande-Bretagne. Peut-être se débrouilleront-ils pour inviter les Français ou alors une autre équipe du reste de l'Europe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre les Lions, leur histoire et l'engouement qu'il peut avoir autour de cette équipe. N'hésitez pas à débattre en commentaire des notions que j'ai abordées sur la fin de la vidéo et à me dire si vous avez apprécié la vidéo et ce que je pourrais améliorer. À bientôt sur Sporter. Check the mic and make sure it sound right, boys.